Et l'info à la une, eh bien, vous en êtes l'auteur, maître Gilles-William Goldnadel, puisque vous avez posté hier soir sur Twitter le message suivant. Suite à l'arrêt consternant écartant toute sanction pénale contre l'assassin de Sarah Halimi, je saisis avec Francis Spinner la justice israélienne d'une plainte contre Traoré au nom d'Esther, sœur de Sarah et citoyenne israélienne. La loi de ce pays étant compétente, non au déni de justice. Un tel message, évidemment, appelle à beaucoup de questions. Cela veut dire déjà que vous n'abandonnez pas le combat. Cela veut dire aussi que vous ne choisissez pas le recours au niveau européen comme on pouvait peut-être le penser, mais un recours israélien. Est-ce que vous pouvez peut-être d'abord nous expliquer cette démarche ? Écoutez, je suis un avocat qui ne baisse pas la tête et je suis un juif qui ne baisse pas la tête. Et je considère, et mon confrère et ami Francis Spinner aussi, nous considérons que nous avons eu le droit à un déni de justice et même à une parodie de justice. Évidemment, je ne suis pas objectif, hein, mais je m'essaye à l'objectivité. Ça fait, malheureusement, je dois vous le dire, 40 ans que je fais ce métier. Il ne m'est jamais été donné de connaître une telle instruction menée en dépit du bon sens. Je suis incapable de vous dire, par exemple, à quoi ressemble la juge d'instruction. Je sais qu'elle s'appelle Madame Ielou, mais je ne sais pas, je ne pourrais pas vous la décrire physiquement, puisqu'elle n'a pas voulu me recevoir. Je suis l'avocat de la sœur de la personne torturée et assassinée. Vous pouvez aller voir un juge d'instruction dans une affaire de vol, il vous reçoit. Pas dans cette affaire-là. Nous avons demandé la reconstitution du crime, ce qui en matière criminelle se fait toujours. Et la défense s'était associée, ainsi que le parquet. Elle nous a refusé cette chose élémentaire. Lorsqu'il s'est agi, ce n'est pas moi qui le demandais, c'est le parquet qui demandait de savoir si elle reconnaissait le caractère antisémite ou pas. Elle ne voulait pas répondre. Toutes mes lettres restaient sans réponse. Il a fallu que je lui envoie une lettre recommandée comminatoire que j'ai fait publier par le journal du dimanche. Est-ce que vous vous rendez compte dans quelle fantasmagorie nous vivons pour qu'elle daigne répondre à cette question que le parquet lui posait? Lorsque le premier rapport, le rapport Zaguri, qui était favorable à notre thèse, est sorti et a été déposé, c'est Madame... C'est le premier expert. C'est le premier expert qui avait été nommé par cette juge d'instruction. Il n'a pas eu l'heure de le plaire avant même que la défense de M. Traoré en réclame une autre contre-expertise, qu'elle en demandait déjà un autre et qu'elle a préféré aller savoir pourquoi au premier. Où que je tourne mon regard, et je suis incapable de vous dire, de vous donner une explication. Je pourrais dire peut-être que c'est idéologique. Je n'en sais rien, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Donc, où que je tourne mon regard, cette instruction a été menée, si j'ose dire, à décharge. Comment voulez-vous que nous n'ayons pas l'impression, après tout ce qui s'est passé, que nous n'avons pas été roulés dans la farine? Alors, à partir de là... Ça veut dire que vous n'avez pas confiance en la justice française, en tout cas pour cette affaire. Comment voulez-vous? Écoutez, moi je ne veux pas me protéger en disant j'ai confiance dans la justice de mon pays. D'ailleurs, je me plains assez souvent de dysfonctionnement de la justice française. Hein. C'est pas non plus unique. Enfin, celui-là, quand même... Là, ce que vous me décrivez, c'est que depuis le début de l'instruction, dès le départ, quelque chose cloche. Dès la première minute de cette instruction. Donc, à partir de là, et à partir du fait où on explique donc que M. Traoré ne sera pas accessible à un jugement pénal parce que, d'une manière ou d'une autre, il a pris trop de cannabis. Après, on peut rentrer dans les détails des expertises, mais parce qu'il a pris trop de... Moi, il est hors de question que je baisse la tête. Donc, je ne vous dis pas que j'aurais préféré 1000 fois que ce soit la justice française, le lieu du crime, qui fasse son travail. Mais en désespoir de cause, si j'ose dire, il se trouve, et la loi israélienne est bien faite, j'y vois une charge symbolique apaisante.
réconfortante, puisque dans l'article 13 de la loi de procédure israélienne, il est indiqué que si un juif est assassiné en tant que juif à l'étranger, la justice israélienne est compétente. Même si, En tant que juif. Même s'il est, C'est important. Même si la chose a été jugée. Alors, il faut, la condition, c'est une bonne question, la condition c'est il ne faut pas que la justice, premièrement saisie, en l'espèce la justice française, l'ait déclaré définitivement innocent. Or, la justice française, on ne peut pas dire qu'elle ait déclaré M. Traoré innocent. Donc, rien. Alors, très sincèrement, sur la base de la compétence de la justice israélienne, la sœur de la victime, Esther Lecover, étant par ailleurs de citoyenneté israélienne et résidant en Israël, conformément à l'article 14, très sincèrement, rien ne s'oppose à présent à la saisine de la justice israélienne. Qu'est-ce qui se passera ensuite ? Je ne suis pas un bonimenteur. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va se passer, qu'il n'y aura pas des difficultés. Mais au-delà du symbole, en tous les cas, nous ne baissons pas la tête. Je voudrais vous... Parlons du symbole. Je vous donne la parole dans un instant, Gilles Golnadel. Je voudrais entendre les réactions des uns et des autres par rapport au symbole, justement. Clément Veil-Rénal, ce symbole que Gilles-William Golnadel soit obligé de se diriger aujourd'hui vers la justice israélienne, ça dit quoi, la justice française ? C'est quand même difficile de condamner globalement la justice française. Il y a tellement de cas d'espèce, tellement de dossiers, mais c'est vrai, je connais un peu le dossier de Sarah Halimi, que dans cette affaire, justice n'a pas été rendue, et en tout cas la justice n'a pas fonctionné de manière satisfaisante. Mais je vois un peu dans cette affaire l'arbre qui cache la forêt, et ça explique le malaise de la communauté juive qui a la mémoire longue, qui sait que depuis 20 ans, la vie judiciaire est jalonnée comme ça de décisions incompréhensibles qui vont souvent dans le même sens. Le déni d'un antisémitisme, pas de l'antisémitisme d'extrême droite, celui-là il sera tout de suite sanctionné, mais dès que l'antisémitisme devient gênant, dès que c'est l'antisémitisme pro-palestinien, l'antisémitisme moyen-oriental, l'antisémitisme des cités, des quartiers, il arrive souvent, je pourrais passer l'émission à vous raconter un certain nombre d'affaires où manifestement certains magistrats ont préféré mettre la poussière sous le tapis, mais pas plus tard qu'au mois de janvier. Regardez l'affaire, qui se souvient de l'affaire Copernic, l'affaire de l'attentat de la rue Copernic. Savez-vous qu'à la suite d'une enquête magistrale du juge Trévidic, on a identifié le principal suspect qui a été extradé du Canada, qui a été conservé dans une prison française, et puis brusquement, d'autres magistrats ont dit non, finalement le dossier ne tient pas, et ils ont rendu un non-lieu. Et l'oiseau s'est envolé. Et au mois de janvier dernier, après 4 ans d'attente, la Cour de cassation a dit si, il fallait le renvoyer devant une cour d'assises. Résultat des courses, le principal suspect dans l'un des pires attentats antisémites de la fin du XXe siècle et de ces 40 dernières années, a bénéficié d'une mansuétude, d'un manque de pugnacité de la part de magistrats français qui explique qu'aujourd'hui, dans cette affaire également, il n'y aura pas de procès. Donc ce que vous dites au fond, c'est qu'il y a un malaise, il y a un malaise visiblement de la justice française autour de ces procès-là et de ces questions-là. Je peux rajouter à ce qu'a dit excellemment... Pas que de la justice, mais pas que de la justice. Non mais... Attendez Clément, un instant, je vais entendre là-dessus Gilles Golnadel. Clément Veil-Rénal veut dire aussi que dans une sorte de torpeur, médiatique invraisemblable, il a raison, mais ce que je veux dire... Et on peut parler aussi de l'attentat de la rue des Rosiers. L'attentat de la rue des Rosiers, on sait bien, en plus, d'après la déclaration du patron de la DST, qu'il y avait eu un deal entre les services secrets français et le groupe Abou Nidal. Pour avoir la paix, et les auteurs des attentats coulent des jours heureux en Cisjordanie, en Jordanie, sans que, véritablement... ça gêne grand monde, y compris dans les médias. Donc il est certain, en tous les cas, vous savez, que le Jewish Lives Matter ne fonctionne pas. Mais c'est aussi parce que, si j'ose dire,
c'est à l'honneur, d'une certaine manière, enfin je ne sais pas, mais de la communauté juive française. C'est-à-dire que c'est une communauté qui ne va pas tout casser, qui ne va pas tout brûler, même quand ça se passe mal. Imaginez par pure hypothèse intellectuelle que ce soit un Traoré qui ait été massacré, comme la pauvre dame, en lui disant espèce de sale noire, et ensuite défenestré. Je pense que si la Cour de cassation avait rendu la même décision, ça ne se serait pas passé aussi calmement dans les banlieues. De la même manière qu'à Minneapolis, on a dit que lorsque George Floyd, Derek Chauvin a été condamné, on a respiré à Minneapolis parce qu'on savait bien que sinon Minneapolis aurait brûlé. Je peux vous dire que la Cour de cassation... Donc c'est par peur aussi de la réaction populaire? Non, je vous dis le contraire. Je vous dis que... Dans ces cas-là, en tout cas. Oui, je pense que la Cour de cassation... Je vais me livrer à une sorte de procès d'intention, mais qui n'est pas hirsute, en pensant que peut-être que s'il s'agit d'une autre communauté, la Cour de cassation y aurait réfléchi à 2 fois avant que de rendre un jugement d'un tel, de son point de vue, d'un tel juridisme pointu. Vous voyez que je vais loin quand même dans l'analyse d'un avocat malheureux.